Sans plus attendre, je donne la parole à Stéphane Friou. Merci. Bonjour à toutes et à tous pour cette première session plénière. Donc les organisateurs, dans leur discours d'introduction ce matin, ont bien rappelé le programme scientifique du colloque, les trois axes qui donnent lieu à 3 sessions plénières. Donc nous sommes dans l'axe 1, enfance, jeunesse, découverte de la protection de la nature et de l'environnement. Nous en avons eu un aperçu audiovisuel à partir des archives conservées sous forme de films aux archives départementales du Val-de-Marne ce matin. Et donc nous allons avoir maintenant 3 communications qui vont finalement mettre en perspective ces films avec de l'archive, des actions concrètes ou des politiques concrètes et des mouvements de jeunesse. Je ne serai pas plus long parce que le temps nous est compté, donc 20 minutes par intervenante ou intervenant. Je laisserai 1 ou 2 questions spécifiques à chaque intervention s'il y en a. Et ensuite, on essaye de garder un peu de temps pour des questions qui pourraient être transversales et appeler des réponses brèves et précises de nos intervenants. Voilà. Donc j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Anna Trespech-Berthelot, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Caen-Normandie, pour sa communication intitulée « Découvrir, sentir et défendre la nature ». Les contributions du service de conservation de la nature, du Muséum d'histoire naturelle et de Jeunes et Nature. Bonjour à tous, merci Stéphane pour cette introduction, merci pour l'organisation de ce colloque. Donc dans le giron du muséum naissent et évoluent des sociétés savantes et des associations qui sont déterminantes pour l'histoire de la protection de la nature, à commencer par la société d'acclimatation qui est créée en 1854. Et donc Jeunes et Nature compte au nombre de ces mouvements qui sont accueillis dans les locaux du muséum, soutenus matériellement et intellectuellement par l'institution, tout en conservant leur liberté d'action et de pensée. Jeunes et Nature est souvent est demeuré un angle mort dans nos rencontres précédentes, consacrées à l'histoire de l'éducation à l'environnement, et pourtant on percevait que c'était un acteur majeur de cette histoire. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Donc c'est un mouvement qui est constitué en 1967 par quelques jeunes militants de la Société nationale de protection de la nature et de la Ligue de protection des oiseaux. Ils partagent un même amour de la nature, ce sont leurs termes, et au lendemain du naufrage du Torrey Canyon, ils partagent également le même sentiment qu'il faut agir et vite. Et donc pour cela, ils comblent un vide, fédérer les jeunes Français sur le terrain de la protection de la nature. Alors leur action de départ est assez modeste, il s'agit de répondre par courrier aux centaines de questions de leurs congénères. Et puis, au fil de la décennie 1970, leur mission ne cesse de s'élargir. Animation nature, sensibilisation médiatique, préconisation pédagogique, diffusion de matériel pédagogique. Consultation dans les échanges interministériels et représentation de la France aussi dans des instances transnationales. Jusqu'en 1981-1982, c'est-à-dire dans ce que les historiens appellent les années 68 dans leur acception large, Jeunes et Nature imprime donc sa marque sur les questions d'animation nature et d'éducation à l'environnement. Pour redécouvrir ce mouvement, j'ai recueilli tout d'abord des témoignages, celui de Jean-Patrick Leduc, de Génofa Cuisset, d'Alain de Miller, de Philippe Barbeau, de Catherine Lapoix, que je remercie chaleureusement pour leur accueil toujours enthousiaste. Vraisemblablement, je soulevais les souvenirs d'une époque joyeuse où rien ne semblait impossible. Dans les fonds du muséum, j'ai fait mon miel des archives de la Commission de la protection de la nature, du fonds Monod, de littérature grise. Et aux archives nationales m'attendait en fait un carton sur les bilans d'activité de Jeunes et Nature, puisque Jeunes et Nature avait été agréé par le ministère Jeunesse et Sport et en 1971, et donc adressait des bilans chaque année de ces activités.
Et puis les militants Jeunes et Nature sont beaucoup intervenus à la radio, à la télévision, et donc l'Inatech a archivé leurs enregistrements. D'autres documents ont été conservés à la BNF. Alors, je vous ai préparé un cours de 3 heures sur Jeunes et Nature, qui est un vaste sujet. Donc, je vais présenter les choses de manière très synthétique. Ce qui me semblait important, c'était de mettre en lumière les liens entre le service de conservation de la nature et Jeunes et Nature. Dans un deuxième temps, la nature des actions pédagogiques proposées par Jeunes et Nature sur le terrain, et puis enfin leur rôle politique, puisque on verra que justement au-delà de la sensibilisation aux aspects naturalistes, l'association a joué un rôle politique dans cette décennie déterminante pour l'écologie politique. Alors, le terreau, le service de conservation de la nature au muséum, voici un petit organigramme qui explique l'autonomie en fait de ce service au sein du muséum. Il dépend directement du directeur, est indépendant de tout laboratoire. Donc c'est un service qui est créé en 1962, qui est dirigé par Georges Tendron et donc qui est chapeauté par une commission pour la protection de la nature qui émane de l'Assemblée des professeurs. C'est un petit peu le regard scientifique que le muséum a sur les activités du service de conservation de la nature. Rapidement, ce service de conservation de la nature, dans les années 1960, travaille essentiellement à apporter une expertise éclairée sur les questions d'aménagement du territoire et essayer tant bien que mal de sensibiliser les administrations, les pouvoirs publics à la sauvegarde des sols, de la flore, de la faune, à la lutte contre les pollutions. Il y a quelques actions d'éducation, de sensibilisation, mais c'est pas l'essentiel. C'est vraiment dans les années 1970 que ce service répond à une demande sociale aussi, à la demande de la société civile qui se mobilise sur la Vanoise à l'occasion de l'année européenne de la conservation de la nature. Donc, dans les années 1970, le service de conservation de la nature développe tout un pan de sa politique dédiée aux questions d'éducation à l'environnement. Alors, je vais passer ici sur les différentes initiatives, mais ce qui apparaît, on va le revoir avec Jeunes et Nature, c'est que les films qui sont proposés dans les écoles par le muséum, les expositions, les montages audiovisuels et la participation à des stages d'initiation et de formation des animateurs nature se fait en partenariat étroit avec Jeunes et Nature, justement. Donc cette association qui va voler de ses propres ailes va en réalité soutenir toute cette politique d'éducation à l'environnement au muséum. Ce que l'on voit à partir de 1976 pour ce service de conservation de la nature, c'est que ces activités contribuant justement à cette éducation à la nature, à l'environnement, deviennent de plus en plus marginales, notamment après la loi de 1976, où, je cite, le service de conservation de la nature se recentre sur une politique d'écologie intégrée à l'aménagement du territoire. Elle est très mobilisée pour ses expertises sur les études d'impact, et cet organigramme qui est tiré donc d'une archive de 1979 montre une certaine marginalité de toutes les activités que vous voyez à droite de l'organigramme, information et formation. Vous voyez que l'essentiel des activités est centré sur les recherches pour une gestion nouvelle des ressources et particulièrement du patrimoine naturel. Oui, on voit assez bien. Et donc, c'est dans ce creuset que naît Jeunes et Nature. Et je veux rappeler que au 57 rue Cuvier, naissent et se croisent un certain nombre d'associations, et cela crée
des réseaux de sociabilité, des réseaux d'amitié. Les gens, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, se croisaient en permanence. Hein, c'est ce qu'ils me disaient. Donc il y a une interconnaissance très quotidienne. Donc le muséum, c'est le creuset donc de la SNPN, anciennement Société d'acclimatation, qui devient donc SNPN en Société nationale de protection de la nature en 1960, et qui va être le lieu de naissance de Jeunes et Nature. C'est aussi le creuset pour les JNE, les journalistes et écrivains pour la nature et l'écologie, qui est créé en 1969 dans les murs du musée, et une figure tutélaire pour Jeunes et Nature, c'est Pierre Pellerin, qui disait Philippe Barbeau, je cite, « nous aimait bien et nous a beaucoup aidé ». Et puis, le muséum a aussi des liens étroits avec la Ligue de protection des oiseaux. Et là encore, son secrétaire général, qui est Antoine Reille, qui est un jeune agrégé de physique, qui a juste une dizaine d'années de plus que les militants de Jeunes et Nature, eh bien, fait beaucoup pour mettre les jeunes de Jeunes et Nature le pied à l'étrier. Et donc, par exemple, dans la première émission du Journal des animaux, qui est-ce qui représente Jeunes et Nature? C'est Antoine Reille, alors que officiellement, il n'est pas membre de Jeunes et Nature. Donc, il y a, si vous voulez, des frontières qui sont extrêmement poreuses entre ces associations. Et puis, voilà, les moyens matériels sont mutualisés. Ils partagent le papier, la Ronéo, et puis, encore une fois, ils se retrouvent dans les locaux du service de conservation de la nature. Et puis aussi, Jeunes et Nature installera son secrétariat dans les locaux de LPO, boulevard Saint-Germain. Donc, Jeunes et Nature, c'est un mouvement qui reste très attaché au service de conservation de la nature, même s'il ne lui est pas rattaché officiellement. Qui est-ce? Oui, ce sont des jeunes gens, des baby boomers. C'est important d'insister sur ce phénomène générationnel. Nous sommes à la fin des années 60. Hein, les jeunes se constituent en tant que groupe social avec une culture distincte de celle des adultes, des modes d'action qui leur sont propres. Et dans leur manifeste, voilà, dans leur manifeste, vous voyez. Voilà, l'intertitre sur la page 2, la jeunesse se révolte, hein, donc ça fait vraiment écho à donc un contexte qui est bien connu. Les jeunes fondateurs de Jeunes et Nature sont des citadins qui ont souvent dans leur cheminement personnel, dans leur trajectoire biographique, un lieu refuge d'observation de la nature dans leur enfance ou dans leur jeunesse. Ils ont une résidence secondaire ou la maison des grands-parents. Voilà, donc Geneviève Cuisset, c'est au Pays Basque, Jean-Patrick Leduc, c'est en Bretagne, Philippe Barbeau en Normandie, Roland Miller passe du temps à observer les oiseaux en Inde. Ils sont marqués par les événements des événements les grandes catastrophes et les grandes mobilisations de la fin des années 1960. Et donc Jeunes et Nature naît à la fin de 1967 comme section jeune de la SNPN. Ils sont encouragés par Jacques Penaud, hein, qui les reçoit individuellement et qui leur dit faites votre mouvement de jeunes. À la fin de 68, les Jeunes et Nature donc seront reconnus section jeune de LPO. 1969. C'est donc une association qui regroupe une dizaine de membres. Donc quelques-uns ici, et puis je vous mets quelques-uns de leurs visages glanés justement à l'Inatech. Donc en 1969, voilà, ils sont une dizaine de membres, essentiellement en région parisienne. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent quelques expositions et ils répondent aux courriers jeunes. C'est l'essentiel de leur activité.
En février 69, ils deviennent le mouvement de jeunes de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, qui est née l'année précédente, et deviennent une association loi 1901-1971 et sont agréés par le ministère Jeunesse et Sport, puis seront reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une association qui garde des liens forts avec le muséum. Théodore Monod est leur président d'honneur et c'est pas simplement un titre honorifique. Hein, je sais plus où est ma diapo. Hop, il vient faire des conférences comme ici. Comme ici, donc dans le sud-ouest, ouais, ça à Bayonne, dans les clubs Jeunes et Nature qui le lui demandent. Il est très bienveillant. Hein, lui et Raymond Humbert, inspecteur de jeunesse et sport, sont là à l'Assemblée générale fondatrice de 1970 et il est très encourageant. Les liens entre le muséum et Jeunes et Nature, c'est aussi la personne de François Lapoix, qui n'est pas de la même génération, hein, qui est déjà employé par le service de conservation de la nature et qui répond à un problème contingent, c'est-à-dire que il faut avoir plus de 21 ans pour diriger une association et donc Lapoix est désigné, ce qui permet aussi de créer ce lien, enfin de garder ce lien avec le muséum, en sachant que voilà les actions de Lapoix se font tantôt au nom de Jeunes et Nature, tantôt au nom du muséum, tantôt au nom de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature qu'il a créée. Donc encore une fois, les casquettes sont souvent interchangeables. Voilà. Alors le travail, la tâche essentielle que se donne donc 5 minutes. Jeunes et Nature, c'est de retisser donc les liens entre humain et nature, avec une opposition homme-nature qui est héritée de la manière justement dont Roger Heim, par exemple, dans Destruction et protection de la nature, oppose l'homme à la nature et accuse l'homme d'être un apprenti sorcier qui détruit cette nature. Et donc, je vais redire ici des choses que Rémi Luglia a dites ce matin. Il y a une approche très sensible de la nature chez Jeunes et Nature, qui est à la fois il y a à la fois une dimension naturaliste, il s'agit d'observer pour apprendre, mais observer en respectant une certaine déontologie. Hein. Jean-Patrick Leduc dit que à la fin des années 70, des mares disparaissent en région parisienne à cause de troupeaux de classe. Hein. Et puis, il y a une approche très sentimentale. Connaître pour aimer la nature, aimer pour connaître la nature. Les deux figurent dans les discours. On le voit ici dans le manifeste de 67, hein, connaître mieux la nature pour l'aimer plus, aimer la nature pour la conserver mieux, conserver la nature pour conserver la vie. Il y a des références littéraires, notamment à Giono. Donc il y a voilà cette dimension, je dirais, sentimentale, avec la nécessité de ne pas faire de la nature sur un temps séparé. Ils ne veulent surtout pas que faire de la nature, ils veulent que ce soit vraiment intégré aux représentations des enfants et au quotidien des enfants et des jeunes. Et puis il y a une sensibilité naturiste, cette sensibilité de retour à la nature qui a une généalogie depuis le 19e. On le voit dans cette citation de l'émission de 1982. Au club Jeunes et Nature, les enfants vivent dans la nature le mercredi. Ils vivent, hein, ils sentent le chèvrefeuille, la fougère, ils touchent la consistance de l'écorce des arbres. Donc il y a cette idée de retour de l'homme à la nature pour retrouver une communion qui est perçue de manière fantasmée, hein, comme originelle, constitutive de la nature humaine. Et il y a la volonté de
d'encourager à réformer son mode de vie, Jeunes et Nature a des relations avec des associations de l'époque comme Vie et Action, Nature et Progrès, qui sont tout à fait symptomatiques de cette sensibilité. Et puis il y a une sensibilité esthétique. Dans l'affiliation de l'école de Barbizon, il y a la nécessité de faire corps avec la nature pour y trouver aussi une inspiration poétique. On le voit notamment dans ses poèmes, donc publiés dans le numéro 25 de 1974, les poèmes d'une jeune du club de Ninan. En 2 mots, donc la structuration de ce réseau, c'est un réseau national de clubs. Vous avez ici les recommandations de 1971 pour créer son club. Donc il y a 320 clubs en 1971, il y en a 500 en 1974. Je passe sur les activités qu'on y trouve de manière récurrente, mais ces clubs sont coordonnés donc par l'équipe parisienne qui a la lourde tâche, ça revient souvent dans les archives, de gérer le courrier, mais qui organise aussi des assemblées générales. Donc ici, c'est l'invitation à rejoindre celle d'avril 73. Et puis ici, alors la qualité n'est pas très bonne, mais vous avez des clichés de l'AG de Saint-Jean-Pied-de-Port de 1974. Le Jeunes et Nature publie un bulletin dans lequel les activités locales des clubs sont répercutées. Je les ai pas tous retrouvés, mais quand même un grand nombre, avec ici un exemple de couverture. Et puis peut-être quelques mots sur cette brochure qui fait partie de leur best-seller qui est publié en 70-71 et qui dit beaucoup sur leur approche de la nature. Il y a vraiment des prescriptions pour un nouvel ethos et une nouvelle déontologie. Donc ça rejoint un petit peu ce que Thierry Pacaud expliquait ce matin. Voilà, il y a des codes de comportement dans la nature. Si vous avez un jardin à la ville ou un terrain à la campagne, donnez des conseils. Et puis la troisième partie, c'est pour un nouveau style de vie, c'est-à-dire que il y a des prescriptions en matière de consommation, consommer moins, refuser d'acheter des produits emballés, recycler les déchets, jeter moins, utiliser du savon sans phosphate, des choses qui sont très 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 actuelles. Et la question de la limitation des naissances aussi, sur laquelle on pourra revenir. Bref. Donc, des thématiques annuelles. Voilà, je passe sur un certain nombre de choses. Alors, ce qui serait peut-être le plus intéressant ici, c'est quand même expliquer 30 secondes que ils produisent un matériel pédagogique qui se compose essentiellement de fiches techniques comme celle que vous voyez. Je vous laisse regarder rapidement les thèmes qui relèvent à la fois du naturalisme et de préoccupations environnementales plus larges. Et puis il y a le fameux rôle pionnier de Jeunes et Nature dans la formation des animateurs nature. En 1970, c'est la création du CAPAZ, et en 1971, les Jeunes et Nature organisent du 1er au 31 juillet 1971 les premiers stages d'animation nature à Locquefret, en bordure du parc régional d'Armorique. Et je pourrais revenir sur le programme de ces stages. Autre production absolument essentielle de Jeunes et Nature, c'est la collection de paysages sonores. Vous avez ici donc les 6 numéros qui sont réalisés donc entre la liste des 6 numéros
et quelques brochures. Je vous laisse méditer sur l'esprit qui anime Philippe Barbeau en créant cette collection. Il s'agit, c'est encore une fois, ça fait écho à des choses qu'on a dites ce matin. L'homme moderne n'entend plus les bruits qui l'environnent. Il a appris à ne plus écouter. Et lorsqu'il retourne dans un milieu naturel possédant encore une certaine richesse sonore, il ne sait plus, il ne peut plus en prendre conscience. Bon. Donc il y a une dimension de rééducation. Et puis Jeunes et Nature, c'est un acteur écologiste des années 68, à la fois un contre-pouvoir qui milite notamment contre l'équipement, enfin l'aménagement de la côte aquitaine. C'est vraiment le poil à gratter de Biasini, d'ailleurs qu'il représente sous forme de petits pains d'épices qui sont diffusés dans tout le Pays Basque pour voilà, c'est une opération de propagande tout à fait originale qui m'a été rapportée. Et puis voilà, donc il y a des prises de position politiques anti-nucléaires, alors soft, à travers voilà des petites illustrations comme ça, mais également des prises de position politiques, de soutien à Dumont, voilà et donc dans un dernier temps, mais ce sera pour une prochaine fois, j'aurais voulu montrer à quel point ils sont impliqués dans l'élaboration de la politique d'éducation à l'environnement en participant aux réunions ministérielles et aussi en participant au réseau de l'IYF qui mériterait de nombreuses études. Voilà.